Bonsoir Mathieu, deuxième petite séquence pour parler tourisme ensemble. Deuxième séquence puisque finalement hier c'était avant l'ouverture du CES et aujourd'hui c'était le grand opening comme on dit ici à Las Vegas. Et le grand opening ça veut dire des dizaines de milliers de personnes qui se précipitent à la fois dans le centre d'expo du Venetian et sur le Las Vegas Convention Center. Bref, puisque ça c'est la question, est-ce que dans tout ce que tu as pu voir aujourd'hui, il y a véritablement des dispositifs où la technologie vient apporter quelque chose de valorisable, quelque chose d'adoptable dans le domaine du tourisme, voire même peut-être faire évoluer ce domaine vers d'autres horizons? Alors déjà le CES c'est pas dédié au tourisme, donc faut croiser un petit peu, faut lire entre les lignes parce que c'est vrai que il y a une zone travel cette année où il y a une orientation touristique, voilà, globalement avec des applications etc. L'année dernière par exemple il y avait Timescope qui était là, donc on voyait, mais il fallait chercher. Là cette année c'était déjà un peu plus regroupé, donc on avait une zone un peu mieux identifiée. Alors l'intelligence artificielle est là, hein, naturellement on le voit, la data. On parle beaucoup parce qu'on se réapproprie la donnée pour en faire une expérience utilisateur plus fine, plus pertinente, plus contextualisée. Et en même temps, il y a des projets intéressants qu'on a pu voir. On reste au CES, donc c'est le temple du solutionnisme technologique. Il y a un problème, il y a une solution. Et donc on a trouvé quelques applications sympas. Une des premières qui était présentée, notamment, c'était Smart Guide. Alors Smart Guide, ça permet à des quand on va vers une destination d'arriver plus informé, donc avec un bagage d'informations plus important avant même qu'on ait commencé le voyage. Donc eux ils disent que le voyage commence avant même qu'on soit allé à la destination. Alors l'effet bien, c'est qu'effectivement on va mieux s'informer, on va être un peu plus au courant de ce qui va se passer. Naturellement on arrive avec un savoir un peu plus important, donc peut-être des questions plus complexes aussi pour les guides, donc ce qui va peut-être amener certains guides à devoir apporter plus de complexité dans leurs propos, plus d'informations, plus de profondeur. Est-ce que dans ces cas-là, quand on cherche à uniquement se cultiver, ça peut pas être une nouvelle manière de faire du tourisme culturel sans avoir à se déplacer forcément? Voilà, donc tous ces éléments étaient assez intéressants. En tout cas, leur application est passionnante, ça s'appelle Smart Guide. L'autre, c'était VMFI. Alors VMFI, on les avait déjà vus sur le CES Unveil d'Amsterdam. Et eux, ils ont créé en fait une application à destination des guides, donc qui permet aux guides d'avoir un boîtier qu'ils emportent avec un micro, et ce boîtier va émettre en fait sur un canal spécifique jusqu'à une portée de 50 mètres vers des applications. Et donc en fait quand on est visiteur et qu'on va suivre un guide, on va plus avoir ce récepteur. Le récepteur, c'est directement son téléphone avec ses propres écouteurs, donc plus de confort aussi, parce que souvent les écouteurs sont pas forcément terribles quand on fait des visites, et on va être en mesure d'avoir une qualité de son assez agréable, etc. Juste en téléchargeant l'application de VMFI et puis en étant connecté directement avec un code spécial au guide que l'on suit. Globalement, ça fait partie des produits très CES parce que c'est très consumer goods avec une application directement B2B, mais voilà, qui est intéressante aussi à remarquer. Mais en parlant du consumer goods, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, puisqu'on en avait vu déjà l'année dernière sur des traducteurs intra-auriculaires, mais bon, le tourisme, c'est souvent dans des pays étrangers. Surtout quand on est français, dès qu'on sort, dès qu'on fait 1000 km, on parle une autre langue. Ça peut être l'allemand, l'italien, l'espagnol, voilà, l'anglais. Et puis on connaît la problématique du French accent. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui... Parce que bon, on a des petits traducteurs qui sont déjà assez performants dans nos smartphones, mais est-ce qu'il n'y a pas des produits qui justement s'adaptent un petit peu plus au tourisme ou au tourisme d'affaires peut-être aussi? Historiquement, c'est plutôt sur des professionnels à la base. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un traducteur qui va permettre de connecter, d'enregistrer un discours, une conférence ou autre, et de connecter son lien direct 24/24/7/7 à près de 2000 traducteurs dans le monde qui vont pouvoir traduire instantanément. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, par un seul boîtier, on va pouvoir peut-être permettre de fluidifier un accord commercial quand on sait qu'il y a des problématiques, l'une des premières problématiques, c'est souvent la langue. On va peut-être avoir, quand on est dans le corps médical, une nécessité d'avoir une terminologie qu'une seule intelligence artificielle ne peut pas traduire parce qu'il faut contextualiser, comprendre peut-être des mots qui ne sont pas forcément intégrés ou traduits littéralement et qui ne correspondent pas à la réalité. Donc en fait, ce boîtier permet de connecter, à la fois de traduire et puis à la fois de connecter directement à des traducteurs dans le monde, près de 2000. Donc c'est à la fois la techno et la communauté qui l'environne qui est intéressante dans ce projet.
Donc un mix entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Qui est à peu près le meilleur des compromis, tu le résumes bien, parce que finalement c'est l'IA quand c'est nécessaire et quand on a besoin de pertinence et de complexité et que le level 4 de LGIR n'est pas encore arrivé, donc globalement prédisait dans les années qui viennent. Bon, comme on n'y est pas, là on est vraiment sur la complémentarité de la technologie au service de l'homme. Moi, j'avais bien aimé, c'était il y a quelques années, c'était il y a 1 ou 2 éditions de Vivatech, j'avais eu l'occasion de visiter une pyramide avec de la réalité virtuelle. Est-ce que d'après toi, justement, tous ces outils qui sont encore... ils sont matures évidemment parce qu'ils sont vendus et beaucoup de gens les utilisent notamment dans le domaine du jeu ou dans le business to business pour éventuellement aller sur des réflexions de matériel, etc. Mais dans le tourisme, est-ce que l'on ne peut pas imaginer demain que toute cette réalité augmentée ou virtuelle amène de nouvelles expériences et de nouvelles formes de tourisme? Naturellement, je pense que quand on voit l'application de la réalité augmentée qu'a pu faire le Club Med récemment, on voit celle qu'a fait Decathlon sur le test de ses tentes. Il y a donc en fait la réalité augmentée est testée à peu près partout. Ça que naturellement, elle se prête assez bien au voyage dans son ensemble. Parce qu'il permet, souvent dans l'acte d'achat d'un voyage, ça permet de se projeter assez facilement. On a pu le voir avec Timescope il y a quelques années, parce que je crois que c'était il y a 1 an ou 2, ils présentaient au CES justement leur capacité d'intégrer une espèce de capsule qu'on pouvait se déplacer dans le temps, dans un endroit donné, etc., avec une vraie réalité historique. Dans le type de vacances sportives qu'on passerait, on pourrait imaginer un concours gamifié à distance, où on voyage véritablement sans l'aide, sur son vélo, en train de faire des performances sur des cols pour refaire le Tour de France. Donc on peut imaginer un autre tourisme peut-être plus virtuel. Je pense après que l'humain reste présent dans le voyage et dans le déplacement, que ça reste le cœur de tout ce que l'on peut souhaiter quand on se déplace pour découvrir d'autres cultures, etc. Quand il ne s'agit pas que de savoir, aussi d'expérience humaine. En tout cas, quand il s'agira de visites virtuelles, il faudra quand même créer du contenu. Le contenu, il est clé, donc on voit bien que malheureusement, qu'on soit voyagiste, qu'on soit guide, qu'on soit éditeur d'applications, le contenu reste aujourd'hui souvent l'étape aussi la plus difficile. Et quand on est une région, quand on est un département, qu'on doit travailler l'attractivité de son territoire, c'est vrai que le contenu est clé. Et souvent, on est dans des mécanismes marketing, etc., mais on n'est pas forcément dans la création de contenu. Donc, la création de contenu reste clé et plus il y a de numérique, plus on a besoin de contenu. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc à quel moment est-ce qu'on est véritablement dans son périmètre? À quel moment est-ce qu'on est éditeur de solution? À quel moment est-ce qu'on est intégrateur de la solution? Bon voilà, c'est tout le chemin qui se profile, parce que pour qu'une expérience soit fluide pour l'utilisateur, il faut nécessairement que le sous-jacent technologique soit extrêmement bien pensé. Et je dis souvent une bonne expérience utilisateur est une expérience où la technologie ne se ressent pas, parce que la technologie est invisible, et quand elle est invisible, c'est véritablement qu'elle a été pensée sans irritant. Eh bien écoute, merci Mathieu pour déjà ces quelques précisions sur cette première journée. Rendez-vous demain peut-être. Demain avec peut-être d'autres trouvailles sur ce CES. Voilà, merci Lionel. Salut.